Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on va écouter une interview que tu as faite de Jean-Jacques Hano à l'occasion de la sortie du film Notre-Dame brûle. Exactement. Son dernier film que tu as vu et dont on va vous parler dans le podcast bien entendu. Ouais. Longue interview quand même, un bon 16-17 minutes je Je pense. sais plus. Ah oui, écoute, c'est toi qui a checké tout ça. Un bel après. échange Je ne en sais tout plus. cas. Écoute, j'avais énormément de questions que je n'ai pas pu poser. Parce que Forcément. Jean-Jacques Hano parle quand même beaucoup. Mais autant j'ai beaucoup de réserves sur le film. Et je suppose que si vous écoutez cette interview, peut-être avez-vous déjà entendu notre critique. Mais Jean-Jacques Hano est un réalisateur absolument passionnant. Cette interview était géniale. C'est une légende du cinéma. Et c'est vraiment très intéressant de l'écouter parler, notamment de ce film. Donc voilà, je vous souhaite une bonne interview. Jean-Jacques Hano, bonjour. Bonjour. Je voulais commencer par savoir ce que représentait la cathédrale de Notre-Dame pour vous avant. Et peut-être que vous avez toujours la même représentation de la cathédrale depuis, mais bon là, les événements ont été quand même importants. Écoutez, en fait, cette cathédrale est un souvenir d'enfance pour moi, parce que j'étais un petit banlieusard et ma maman m'emmenait visiter Paris tous les jeudis, qui était à l'époque le jour de congé des enfants, et on prenait le train et on descendait à une petite gare qui existe toujours, qui s'appelle Paris-Pont-Saint-Michel. Et quand on sort de cette gare, on est face à Notre-Dame. On voit Notre-Dame dans l'axe. Et très souvent, on passait devant, presque tout le temps, on passait devant la cathédrale, et très souvent, ma mère m'entraînait à l'intérieur. Il y avait toujours un cierge à faire brûler. Ma mère n'est pas croyante, mais un petit peu quand même, sans doute. Et elle faisait brûler un cierge pour une cousine qui était malade ou un truc comme ça. Et du coup, moi, je crois que j'ai découvert l'architecture médiévale et l'émotion de rentrer dans un bâtiment aussi beau, aussi grand. Il y avait souvent de l'orgue qui était joué, il y avait des bougies un peu partout, ça sentait l'encens. Et donc une espèce de magie. Et le fait d'avoir fait ce film et d'être interrogé sur ce qu'était Notre-Dame pour moi étant enfant, la deuxième photo que j'ai faite de ma vie, la première c'était ma mère qui m'avait offert l'appareil photo, et j'avais eu 7 ans, et la deuxième c'était dans la galerie des Gargouilles, dans la galerie des Chimères, pardon, une des chimères les plus célèbres, j'ai photographié la Strige, qui est une espèce d'oiseau méchant. Et donc, si vous voulez, j'ai le sentiment maintenant que ma passion pour le Moyen-Âge, qui était très réelle et très durable, vient probablement de l'imprégnation que j'ai eue à Notre-Dame. Parce que je ne vois pas d'autres bâtiments qui, à l'époque, auraient pu me plaire autant, et m'impressionner autant. Elle est impressionnante, Notre-Dame de Paris, parce qu'elle est simple, et elle est très belle par sa simplicité. C'est du gothique, j'ai envie de dire primitif, c'est ce qu'on appelle le gothique ogival. C'est pas flamboyant. Voilà, il n'est pas surdécoré, au contraire, il est sobre. Justement, vous avez dit en tout cas que votre mère était athée, et je pense que c'est votre cas aussi. Comment est-ce que vous avez géré la conception le religieux, le sacré dans le film ? Est-ce que est-ce que vous avez senti le fait d'être athée comme étant quelque chose plutôt une force, ou potentiellement un problème qui aurait pu créer une peur, c'est peut-être exagéré, mais de ne pas retranscrire peut-être cette émotion liée à tout ce sacré ? Vous savez, je me me pose pas la question, hein. Je fais à mon goût, je fais ce que je ressens, et j'aime la fréquentation des temples, de quelque religion qu'ils soient. Vous savez, quand j'ai fait un film comme 7 ans au Tibet, j'ai été dans beaucoup de monastères, il y a une magie quand on rentre dans ces magnifiques endroits perchés sur des collines au pied de l'Himalaya. Vous êtes à 4000 mètres d'altitude, vous avez des gens qui sentent à l'unisson, des trompes qui font résonner toute la vallée. Il y a quelque chose de magique, de surnaturel, d'émouvant. Et on n'a pas besoin d'être bouddhiste pour ressentir ça. Bien sûr. Comme on n'a pas besoin d'être musulman pour être impressionné par une mosquée de terre, comme j'ai beaucoup vu au Mali. Il y a une dizaine d'années, j'avais été invité, j'ai fait la tournée des grandes mosquées de terre du nord du pays. C'est émouvant. J'étais d'ailleurs très reconnaissant que les imams m'autorisent, moi qui ne suis pas musulman, de pouvoir pénétrer dans ces lieux. J'ai des souvenirs extraordinaires d'églises orthodoxes. Donc, si vous voulez, à chaque fois, j'ai une émotion. Et j'aime beaucoup l'architecture, j'ai beaucoup d'amis architectes. Et je peux vous dire que
Versailles, ça me plaît, je trouve ça beau. Chambord, je trouve ça magnifique. Sauf que j'ai pas la même émotion quand je rentre dans la cathédrale de Bourges ou de Poitiers ou de Sens. Le côté très spectacle d'un événement aussi dramatique, est-ce que ça a été facile à aborder pour vous ? Naturel. C'est naturel parce que si vous voulez, tout de suite, mon métier étant celui de raconter des histoires, bien sûr. Je vois bien quelle est la structure dramatique. J'ai une star internationale, magnifique, elle est belle, elle est célébrissime, et j'ai le plus fascinant des vilains, des méchants, villain en anglais, comme dit Hitchcock, mais plus méchant est le méchant, et plus intéressant est le méchant, meilleur sera le film. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que le feu, qui est un ami? Regardez, il y a un feu derrière, là, qui nous réchauffe, qui nous éclaire, qui est magnifique. Sauf que ce même feu charmeur, c'est un feu destructeur, comme on le voit sur d'autres images, sur la télévision au-dessus. Donc, si vous voulez, ce feu, il est redoutable, parce qu'il est beau. Il est terriblement beau. Et les pompiers eux-mêmes me disaient, c'est inapproprié de le dire, mais comme on va souvent à l'opéra pour gérer les feux éventuels, c'était beau comme à l'opéra, me disait-il. Mais il disait c'est une tragédie, mais on ne pouvait pas s'empêcher de trouver ça beau et terriblement inquiétant. Donc si vous voulez, là vous avez une telle structure dramatique que, en plus vous ajoutez ça avec le thème de la belle au bois dormant qui est en train de mourir et les secours qui n'arrivent pas. C'est comme un mauvais rêve, vous savez, quand vous piétinez et que vous n'arrivez pas à courir. Donc on est là-dedans. Donc tout de suite, c'est déjà un matériau formidable. Moi, j'ai fait cramer pas mal de fois des décors. Oui, j'ai fait cramer le nom de la rose. Donc je sais que le feu, c'est beau. Parce que, vous savez, quand je préparais les décors, qui sont des répliques de taille 1... Qui sont magnifiques. Ah oui, on a retrouvé les plans de Viollet-le-Duc, on a fait à l'identique. C'est vrai que l'architecture de charpente du Moyen-Âge est complètement splendide. Mais si vous voulez, quand j'ai fait fabriquer ces décors, quand on les voit, j'ai envie de dire, à sec, même très beaux, très impressionnants, il faut les imaginer avec le feu. C'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Vous savez, le b.a.-ba du métier, c'est déjà de gérer la densité de l'air, c'est-à-dire de mettre des fumées. Ridley Scott, mon vieux pote Ridley, depuis le début de sa carrière, on était tous les deux metteurs en scène de pub, lui, il chargeait en fumée. Bon, c'est un b.a.-ba, mais si vous voulez, la fumée, le vent, le feu, ce sont des éléments, j'ai envie de dire, excellents, ce sont d'excellents acteurs. Ils vous aident à un mood bien particulier. Et là, je sais très bien que quand je faisais allumer mes décors, quand je donnais le signal pour qu'on enflamme le décor, d'abord il y a le bruit. D'un seul coup, ça fait comme ça, une espèce de souffle. Il y a la chaleur, il y a la vibration de l'air, il y a le craquement du bois. C'est effrayant et magnifique. Donc, si vous voulez, parmi mes acteurs, j'avais donc ma star principale, ma vedette, et j'avais ce diable à diriger. Comme, vous savez, on dirige un feu comme on dirige un acteur, parce que je le contrôle. Bien sûr, c'est la différence. Oui. Mais ça doit être un plaisir de cinéaste assez immense quand même de pouvoir avoir des décors pareils, un contexte historique aussi important, et puis voilà, jouer avec le feu, tout simplement. Si vous voulez, rétrospectivement, je pense pas trop au passé, mais j'ai eu la chance de construire des immenses décors. Ouais. Le nom de la rose, c'était immense. Stalingrad, j'ai fait reconstituer toute la place centrale à l'identique. Les bombardements, je les ai filmés de l'intérieur sur le plus grand plateau d'Europe, qui est le plateau Marlène Dietrich à Babelsberg. Donc, si vous voulez, j'ai l'habitude de gérer les gros décors. Et je peux vous dire une chose qui semble paradoxale, c'est que plus le film est large, plus je suis tranquille, parce que je fais tout faire à mon goût.
et que c'est tellement compliqué que chaque département va m'aider. Je suis dépendant du talent de chaque département. Mais du coup, je suis complètement aidé. Ce qui est compliqué, c'est de faire un film à 3. Parce qu'il y en a un qui a mal aux pieds, l'autre qui a mal au bide, quelqu'un qui a un malheur amoureux. Et je suis obligé de m'occuper de tout le monde. Là, j'avais 200 personnes en moyenne sur le plateau, ce qui était le tiers de ce que j'avais en Chine. J'avais 600 personnes, rien que l'équipe technique sur le plateau. Donc, si vous voulez, je suis complètement habitué. Moi, du coup, quand j'ai une équipe de 600 personnes, personne ne me dérange. Je dis ce qu'il faut faire. Et comme j'ai la chance d'avoir des gens de talent qui viennent travailler avec moi, c'est un bonheur absolu. C'est-à-dire que j'ai un énorme jouet qui est fait à ma demande. Alors des fois, je me dis, c'est quand même marrant. J'ai écrit ça, là, cette scène-là, j'ai écrit sur un coin de table, et puis, il y a 1500 figurants, des explosifs partout, des machins. Et je me dis, c'est mon métier, après tout. Ça a été comme ça depuis bien longtemps. À partir du moment où le projet est passé de la proposition de Pathé au début, qui devait être un montage d'images d'archives, etc., à partir du moment où ça a basculé et que c'est devenu un film de fiction, quelle a été votre crainte principale? Aucune. Aucune crainte. Non, parce que j'ai bien vu que c'était passionnant. En découvrant... Mais il y a toute une minutie de ce qui s'est passé, Mais tout ça se règle. Il suffit d'avoir le personnel compétent et le temps pour le faire. Donc toutes les recherches historiques, les rencontres, j'ai rencontré tous les protagonistes. Je les connais tous personnellement et je les adore d'ailleurs, parce que c'était tous des gens bien. Donc déjà ça aide. Il faut aimer les rôles qu'on écrit. Bien sûr. Il faut aimer les acteurs que l'on dirige. Il faut respecter et aimer son équipe. C'est la base du métier. Et puis, notre métier, c'est quoi? C'est de raconter des histoires. Donc, il faut savoir raconter des histoires. Si on ne sait pas raconter des histoires, c'est pas la peine d'être metteur en scène. On oublie. Mais c'est comme quand on est un dessinateur. Si on ne sait pas dessiner, ce qui est mon cas, il ne faut pas être dessinateur. Donc, non, c'est vrai. Il y a des gens qui ont un talent fou, comme ça, tout de suite. Mon copain Alan Parker ou Fellini, que je connaissais très bien, c'était monstrueux ce qu'ils étaient bons dessinateurs. Ou Eisenstein, c'est extraordinaire. La patte qu'ils avaient. Moi, je suis complètement handicapé parce que je fais des dessins d'enfants. Mais bon, si vous voulez, ce qu'il y a de passionnant dans mon métier, c'est le sentiment d'être dépendant du talent des autres. Vous savez, je me compare souvent à un compositeur qui est chef d'orchestre. Donc je compose mon truc sur mon piano, grosso modo, tout seul, en entendant la musique dans ma tête, et puis en la produisant sur le piano. Après j'écris j'écris la partition, avec la partition pour les violons, la partition pour les altos, la partition pour les violoncelles, etc. etc. Et après, il faut choisir les meilleurs interprètes. Et il faut que les meilleurs interprètes soient meilleurs d'eux-mêmes. Bon, ben voilà, et après, ça roule. On a écrit la symphonie, il n'y a plus qu'à l'enregistrer. Vous parlez de musique, ça fait... Alors, la musique est très bien dans le film, mais ça fait bizarre de voir que, malheureusement, il n'y a plus James Horner. Vous savez, James était un de mes amis les plus... Comment vous dire? Les plus proches avec cette... Vous savez, cette discrétion qu'on a entre garçons. On est généralement assez pudiques. Mais... on se disait... on a beaucoup été au concert ensemble, parce que j'ai travaillé avec lui dès Le Nom de la Rose. Et dès Le Nom de la Rose, il avait passé avec moi 1 mois et demi à Munich. On est allé beaucoup au concert. On s'est retrouvés pour Stalingrad. Ouais. Encore une fois, à Munich. On a enregistré 5 films ensemble à Abbey Road, avec d'ailleurs les machines des Beatles qui traînent dans les couloirs, avec des gens que je connais, qui ont déjà fait 3, 4, 5 films pour moi. Le premier violon va m'appeler en me disant: je suis désolé de ne pas pouvoir venir à cette session, je suis en vacances avec mes enfants, mais là, un tel, il est très bien. Le premier corps là, que j'avais était quelqu'un qui avait fait Stalingrad. Le premier trombone aussi. Donc, si vous voulez, je me sens complètement en famille avec des gens qui ont participé à mes films, qui les ont rendus meilleurs.
Donc, moi, c'est une joie. Je retrouve des amis de famille qui sont des gens d'un immense talent, que je respecte. Donc, alors, oui, James s'est planté en avion, il faisait un truc de fou. Tous les matins, il se levait à 2h du matin, il montait jusqu'à perdre connaissance, et puis il se laissait redescendre. J'en ai parlé 3 semaines avant qu'il meure, j'avais dit, il ne faut plus faire ça, James. Il avait dit que sa petite voix, JJ, if it happens, it will be fate. Voilà ce qu'il m'avait dit. Voilà. Et attendez, un truc que je ne dis à personne, mais je vous le dis à vous, je ne sais pas pourquoi, parce que vous êtes sympathique. Merci, vous aussi. Mais j'ai appris, alors ça m'a troublé, j'ai appris que quelques semaines avant cet accident, James avait demandé à toute, j'ai envie de dire, notre équipe, c'est-à-dire les orchestrateurs, son partenaire direct, Simon Franglen, qui était son producteur et son co-auteur, et qui est votre compositeur, qui est mon compositeur, mais que je connais depuis la nuit des temps, et que j'aime beaucoup, et qui est très talentueux. Il les a réunis, il a dit, j'ai une chose que je vous demande, c'est que si par hasard je n'étais plus là, il faut toujours dire oui à Jean-Jacques avant de savoir quel est le scénario. Mais je ne savais pas cette chose-là. Et c'est pour ça que là, quand je les ai appelés, j'ai appelé Simon, je lui ai dit, est-ce que tu es libre ? Oui. Est-ce que tu seras libre au mois d'avril ? Oui. Je lui ai dit, attends, tu ne sais pas de quoi il s'agit, ça fait rien. Donc si vous voulez, c'est comme ça c'est dans cette espèce d'élan, d'enthousiasme, de plaisir. Et moi je me souviens, les journalistes venaient sur le plateau, ils me disaient, oh là là, quel courage de faire un film comme ça. Mais je dis, il faut aucun courage. Regardez, on est heureux, on est joyeux. Il faut beaucoup de courage pour faire un film banal. C'est ça le courage. C'est de prendre un mauvais scénario et vous dites, ce film sera une merde, il faut le faire quand même. Alors ça, il faut du courage. Mais là, on a été porté par l'événement, porté par la beauté des décors, porté par l'envie, porté par des acteurs qui nous convainquaient sur le plateau, par cette cathédrale magnifique. Et donc, si vous voulez, quand c'est comme ça, c'est facile. Eh bien, c'est un magnifique mot de la fin. Malheureusement, on doit déjà s'arrêter ici. J'avais 10 000 autres questions. Ce sera pour la prochaine fois. Mais ce sera pour la prochaine fois avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-Jacques Hano. Merci à vous, merci.